Parfait. Ben, écoutez, je vais tout de suite commencer pour les petites formalités administratives. Et donc, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette activité de développement continu. Au sujet du dépistage du cancer pulmonaire. Mon nom est Sarah Edith Pénin et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, le RQSR, qui est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de développement et la diffusion de formations et d'outils d'aide à la pratique qui sont destinés aux professionnels de la santé. Juste avant de débuter, laissez-moi vous aviser que pour mener à bien sa mission, le RQSR reçoit le soutien financier sans droit de regard sur le contenu de la part des partenaires de l'industrie suivants: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim et GlaxoSmithKline. Et puis, pour la session d'aujourd'hui, le RQSR a reçu une subvention à l'éducation, toujours sans droit de regard sur le contenu, de la part de Merck Canada. Donc, dans les prochaines 48 heures, vous allez recevoir par courriel un suivi qui contiendra votre attestation de présence ainsi que le lien pour compléter le quiz qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 0,1 UEC. Il est à noter que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible pour rediffusion et tous les détails vont être inclus dans le courriel de suivi que je viens de parler. La présentation d'aujourd'hui se terminera par une période de questions pendant laquelle vous serez invités à partager toutes vos questions et vos commentaires via la discussion. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à l'utiliser pour nous dire bonjour, donc ça fonctionne. Donc, merci beaucoup. On va travailler avec cet outil-là pour gérer la période de questions qui va être à la toute fin. Puis, vos interventions sont toujours bien appréciées. Donc, merci à l'avance pour votre active participation. Maintenant, je suis heureuse d'avoir l'opportunité de vous présenter notre conférencière, Dr. Nicole Bouchard. Dr. Bouchard est pneumologue spécialisée en oncologie et elle travaille au CHUS. Elle est aussi professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke. Elle est impliquée activement dans le dépistage, le diagnostic et l'amélioration de la prise en charge des personnes qui vivent avec un cancer pulmonaire au Québec et elle est toujours disponible pour partager son expertise et sa passion avec l'ensemble des acteurs de la communauté médicale, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, Dr. Bouchard, merci beaucoup de votre présence. Je vous laisse maintenant la parole pour nous présenter l'état de situation du dépistage du cancer du poumon au Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de faire une suite. J'ai quand même remis certains éléments là, pour ceux qui étaient moins familiers ou qui n'ont pas pu écouter la première conférence sur le dépistage avec le Réseau québécois en santé respiratoire. Donc, les objectifs pour aujourd'hui: décrire la situation du cancer du poumon, expliquer le programme pilote de dépistage, identifier la clientèle cible, discuter des avantages et des risques et finalement analyser les résultats actuels du programme, ce qu'on a hâte de savoir, j'en suis certaine. Donc, le cancer du poumon, comme vous voyez, en termes d'incidence, c'est le premier au Canada, puis en termes de mortalité également. Et on a seulement un taux de survie à 5 ans de 22 là, officiellement 19 dans certains autres chiffres. Donc, c'est sûr que c'est un cancer pour lequel on veut évidemment améliorer l'évolution au fil du temps. Donc, si on regarde actuellement quand même au niveau de l'incidence, ce qui est ici là, au niveau des lignes continues, autant chez la femme que chez l'homme, on est en train de voir une diminution de l'incidence, puis au niveau de la mortalité également, ce qui est en pointillé. Ça, c'est normalisé pour l'âge. Les hommes demeurent plus à risque que les femmes s'ils ont en haut de 75 ans à cause du profil tabagique qui a eu lieu il y a plusieurs années. Donc, on voit quand même que malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de cancers du poumon, on est en train de voir une diminution de ce côté-là. Pourquoi on parle de dépistage de cancer du poumon? Au niveau du pronostic du cancer, quand on regarde le stade TNM, donc le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4, eh bien, on se rend compte que ce qu'on veut, c'est avoir des tout petits cancers, des stades 1A, donc moins de 3 cm avec aucun ganglion d'atteint à la pathologie pour avoir des taux de survie à 5 ans qui sont relativement élevés. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Plus on avance en stade, même un stade 2 qui va avoir une chirurgie, là, on voit que les taux de survie à 5 ans sont quand même pas élevés là, de l'ordre de 50-60 %. Ça s'améliore avec les traitements qui sont en cours, les nouveautés là, actuelles, mais même à ça, on veut attraper les diagnostics le plus tôt possible. Donc, ça se reflète là, sur la survie dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a juste 20 de stade 1 au Canada et on a près de 50 de stade métastatique. Donc, c'est sûr que si on était capable de faire un shift de stage, comme on dit en bon français, donc avoir plus de diagnostic au stade 1, mais on pourrait espérer à ce moment-là avoir un meilleur pronostic au niveau des données du cancer du poumon.
Au niveau des types de cancers, les adénocarcinomes représentent environ 50 comme on peut le voir, des cancers du poumon. Les carcinomes épidermoïdes ou squameux, c'est environ 20. Les non-aptites cellules, c'est adénocarcinome ou épidermoïde. On avait 20 dans ces données-là, mais il y en a de moins en moins parce qu'on l'identifie mieux en adénocarcinome ou épidermoïde avec le temps, puis avec nos immunohistochimies qu'on utilise. Puis les cancers à petites cellules, c'est seulement 12 des cancers du poumon. C'est associé vraiment avec un moins bon pronostic parce que ce sont des cancers plus agressifs pour lesquels le dépistage, malheureusement, justement, qu'on va parler dans les prochaines minutes, est moins bon parce que ces cancers-là peuvent arriver là, entre les intervalles de scan de dépistage. Donc, c'est quoi les bénéfices du dépistage? Avec le dépistage, qu'on peut s'attendre, c'est une diminution de mortalité par cancer du poumon de 20 à 24 donc c'est énorme. Comment ça se fait? Ça se fait par l'augmentation des diagnostics au stade précoce. Donc, on s'attend à avoir 50 à 70 de stade 1 dans un programme de dépistage, contrairement à 20 dans la vraie vie. Puis l'autre bénéfice à ne pas négliger, c'est qu'on augmente aussi la cessation tabagique. Donc, on sait que le cancer du poumon est relié au tabac, mais il y a au moins 14 cancers là, qui sont liés au tabac, donc puis toutes sortes d'autres problèmes de santé, la maladie coronarienne, entre autres, donc la MPOC, donc il y a des bénéfices à encourager la cessation tabagique. Si on regarde brièvement, la TAFD, c'est la tomodensitométrie axiale thoracique, donc c'est une tomodensitométrie à faible dose. Le FD veut dire faible dose dans l'acronyme. Et quand on a regardé les données, dans l'étude américaine qui a été publiée il y a déjà plus de 10 ans là, dans le New England, l'étude du National Lung Screening Trial, c'est une étude américaine de plus de 50 000 participants. Et à ce moment-là, on ne savait pas si la radiographie pouvait être un moyen de dépistage parce qu'on était en train de refaire l'étude des années 80. Puis finalement, la radiographie, c'est pas un bon moyen de dépistage. Mais on l'a quand même fait comme comparateur là, dans cette étude-là. Puis dans l'étude américaine, on a diminué la mortalité de 20 donc, aux États-Unis, il y a eu un début de dépistage du cancer du poumon, mais dans le restant du monde, on attendait les données de l'étude Nelson, qui est l'étude, dans le fond, européenne. Et cette étude-là a démontré, en comparant le groupe contrôle à un groupe de dépistage par TAFD, une diminution de mortalité de 24 Ça a été présenté là, en 2018, finalement publié en 2020. Et puis là, c'est venu, dans le fond, augmenter l'intérêt parce qu'on s'est dit, ben, on a deux grosses études qui confirment une diminution de mortalité. On en a même une troisième également, l'étude de MILD. Mais on s'est dit, ben là, c'est clair que de faire des dépistages par TFD, il y a un bénéfice pour les patients. Donc, c'est pour ça qu'au niveau mondial, on a vu une augmentation de l'intérêt pour le dépistage du cancer du poumon. Qu'est-ce que l'INES a dit? Mais l'INES, si on voit le rapport qui a été fait, il a été publié en avril 2019. Donc, l'étude de Nelson n'était pas publiée. Les résultats étaient connus, mais on a dit, ben, le dépistage, on veut voir comment il est, comment on va pouvoir l'implanter au Québec. Ça va être quoi notre performance? Ça va être quoi l'impact sur le système de santé? Donc, on veut faire un projet pilote pour commencer et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vous parle de ce fameux projet pilote qui a inclus 3000 participants dans les 4 centres universitaires avec chacun un centre affilié. Donc, le CHUM est affilié avec Laval, McGill est affilié avec Gatineau. Gatineau, malheureusement, à cause d'un manque de technologues, entre autres, n'a jamais ouvert son centre de dépistage. Là, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un manque de ressources. Charlemagne est associé avec le CHU, puis la Côte-Nord est associée avec l'IUCPQ à Québec. Donc, ça a commencé il y a déjà plus qu'un an. Je vais vous présenter en fin de conférence les résultats qu'on a. Et ce qu'on avait comme proposition pour les patients, c'est de faire une tomodensitométrie axiale à faible dose autant 0 et autant 1 an, de sorte qu'on se disait que ça allait prendre un peu plus que 2 ans, donc 24-28 mois, à voir les résultats de notre programme pilote. Dans les études, là, on a proposé une tomodensitométrie à 0 et 1 an. Dans l'étude américaine, c'était annuellement pour 3 ans. Et puis, dans l'étude européenne, on le faisait autant 0, autant 1 an. Après ça, on le faisait 2 ans plus tard, donc à 3 ans, puis après ça, 2 ans et demi plus tard. Donc, on augmentait l'intervalle de temps entre les dépistages. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'augmenter à 2 ans et demi entre des dépistages, c'était vraiment
associé avec une augmentation du diagnostic de cancer à des stades plus avancés. Donc, il reste encore actuellement une incertitude à savoir c'est quoi le meilleur intervalle entre les scans. Est-ce que c'est 1 an ou est-ce que c'est 2 ans? Comment les patients peuvent être référés à la centrale de coordination pour le programme de dépistage? Bien, ils peuvent être référés soit par un médecin qui peut être leur médecin de famille, pas leur médecin de famille, un médecin spécialiste, une IPS, et le patient lui-même peut se référer. Et c'est quoi les critères pour contacter, dans le fond, la centrale de coordination? C'est d'avoir entre 55 et 74 ans, d'être fumeur d'au moins 20 paquets années et d'avoir un tabagisme dans les 15 dernières années qui était actif. Donc, soit toujours actif ou qui ont cessé dans les 15 dernières années. Puis 20 paquets années, qu'est-ce que c'est? Ben, 20 paquets années, c'est qu'on multiplie le nombre de paquets par jour par le nombre d'années que les gens ont fumé, puis on obtient un chiffre. Donc, un demi-paquet par jour pendant 40 ans, c'est 20 paquets années. Un paquet par jour pendant 20 ans, c'est 20 paquets années. Pourquoi on a rajouté un autre facteur là, en plus de l'âge et du tabac? C'est parce qu'on sait que si on utilise un modèle de prédiction de risque, soit le PLCO M2012, on est capable de mieux prédire qui est à risque de cancer du poumon, en plus de l'âge et du tabac qu'on s'est servi pour faire un pre-screening là, en bon français. Donc, qu'est-ce que le PLCO M2012 va évaluer en plus de l'âge et du tabac? On va évaluer l'éducation. Moins les gens sont scolarisés, plus ils sont à risque. L'IMC, quand il est plus faible, les gens sont plus à risque. La race n'est pas inclue dans ce modèle-là parce qu'elle est compensée par les autres facteurs. La MPOC est un facteur de risque de cancer du poumon. L'histoire personnelle de cancer, là, sans que ce soit un cancer du poumon spécifiquement, et l'histoire familiale de cancer du poumon. Donc, quand on utilise cet outil-là, on a établi là, au Québec qu'on voulait au moins 2 de risque de cancer pulmonaire à 6 ans pour que les patients puissent, dans le fond, faire partie du programme pilote de dépistage. Ailleurs, on a retenu des seuils de 1,5 ou 2 là, de risque à 6 ans. Donc, ça, c'est la façon, si on veut le calculer nous-mêmes. Je sais qu'il y a des gens qui référaient, des médecins de famille qui référaient, puis disaient, ben moi, j'aime mieux calculer moi-même le risque de cancer du poumon de mon patient parce que si on ne le calcule pas, puis on prend seulement le critère d'âge entre 55 et 74 ans, les antécédents de tabac de 20 paquets années, puis actifs dans les 15 dernières années, on arrive avec un taux d'éligibilité d'à peu près 50. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris, je vous dirais, avec le temps, qu'il y a des gens qui sont très déçus parce qu'ils pensaient qu'en contactant le centre de coordination, automatiquement, il allait avoir un scan de dépistage, mais il faut vraiment regarder le risque de chaque individu. Donc, on sait qu'il y a à peu près un patient sur 2 là, qui va contacter le centre de coordination qui va être à risque suffisamment élevé pour avoir une TAFD. Donc, il y a des médecins qui ont dit, ben moi, j'aime mieux le calculer moi-même comme ça, ben c'est sûr que mon patient ne sera pas refusé. Puis, il y a des gens qui disent, ben j'ai pas le temps de le calculer, puis c'est bien correct. En fait, c'est comme ça que ça avait été prévu que les gens ne le calculaient pas, puis que la population était, dans le fond, était évaluée par le centre de coordination. Donc, c'est quoi une TAFD? Une TAFD, c'est à faible dose, donc c'est moins de radiation qu'un scan diagnostique. Ce que ça implique, dans le fond, c'est que c'est moins de 1,5 millisievert, puis un scan diagnostique, c'est environ 7-8 millisievert. Donc, il y a beaucoup de moins de radiation. Si on le compare à une radiographie qui est 0,1 millisievert, c'est sûr qu'il y a une augmentation là, de la radiation, ça c'est certain. Mais au taux de diagnostic d'un scan à faible dose et non pas d'un scan diagnostique, on juge que le risque de radiation est adéquat pour le faire. Ça ne nécessite pas de diode, donc pas d'agent de contraste. Ça peut être fait donc le soir, les fins de semaine. Donc, c'est des scans qui sont quand même assez rapidement. Puis c'est fait moins de 1 ou 2 mois normalement après la décision de dépistage. Donc, ce n'est pas un scan qui est fait rapidement là, pour un patient qui aurait des symptômes. Si le patient n'a pas de médecin de famille, le participant, c'est prescrit par un médecin volontaire ou des IPS. Au niveau du rapport de radiologie, dans le fond, c'est ça. Il va y avoir une référence. On va voir si la personne répond aux critères, donc environ 50 d'éligibilité. Ça se fait via le centre de coordination. On s'assure quand même que les services d'abandon tabagique sont offerts à tout le monde qui contacte le centre de coordination. Ensuite, on va voir avec le patient la décision partagée. On donne le rendez-vous, le scan est fait, puis le résultat est transmis. Donc, on peut avoir différents résultats, un scan qui est normal, puis on va faire un scan 1 an plus tard. Un nodule qu'on voit, mais qui n'est pas suffisamment suspect, puis on demande de faire un scan un petit peu plus tôt que
que l'année dans un an comme prévu. Une lésion suspecte, à ce moment-là, on va orienter d'emblée vers les guichets d'investigation de cancer du poumon ou une découverte fortuite, par exemple une anomalie thyroïde foie, puis le patient doit être pris en charge par son médecin de famille. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, la question, c'est, mais comment je fais pour identifier la clientèle cible? Donc, ben, la première chose, dans le fond, c'est de référer les gens. On a eu un super beau, je vais vous présenter les chiffres tantôt, mais une super belle réponse, honnêtement, des professionnels, les médecins de famille, des autoréférences de la part des participants, des IPS. Ça a été vraiment un beau succès, là, honnêtement, quelque chose de super positif dans ces temps de COVID où le réseau est plutôt malmené. Donc, le programme est encore en cours si les gens veulent continuer de référer. Donc, j'ai mis l'adresse de courriel, l'adresse web, le téléphone, le bon vieux fax. Et comme je disais, c'est possible par le participant lui-même. Si en termes de professionnel, vous voulez référer des patients, ça, c'est la demande de référence qu'on trouve en tapant dépistage cancer du poumon, mais il faut ajouter professionnel pour trouver cette demande-là, bien qu'elle n'est pas nécessaire. Donc, on pourrait tout simplement, comme IPS, comme médecin, ou comme participant nous-mêmes, envoyer un courriel à l'adresse suivante ou appeler. Puis à ce moment-là, on peut faire partie du dépistage. Donc, une fois qu'on a identifié que le participant avait un risque d'au moins 2 de cancer du poumon à 6 ans avec le PLCO M2012, ce que le centre de coordination fait, c'est de voir si le patient a un critère d'exclusion. Donc, quelqu'un qui aurait passé un scan dans les 12 derniers mois ne serait pas éligible. Quelqu'un qui a une comorbidité grave qui limite la survie. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à évaluer, je vous dirais, pour le centre de coordination. Donc, si vous savez que votre patient a une MPOC sévère, qui a une grosse insuffisance cardiaque, qui est déjà oxygénodépendant, qui a une insuffisance rénale qui est déjà dialysée, par exemple, on considère que c'est une comorbidité grave qui limite la survie. Donc, dans la tête, ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce patient-là, je l'enverrais avoir une chirurgie thoracique? Donc, c'est la façon de répondre. Donc, les patients oxygénodépendants, normalement, sont déjà exclus là, du programme de dépistage, normalement, bien que, ben, comme dans n'importe quoi, ça n'a pas été parfait, mais on apprend avec le temps. Les patients qui ont des symptômes suspects, comme j'ai dit que le scan pouvait être fait dans le 1 à 2 mois, même ça s'est étiré à 3 mois, ben, on ne veut pas de patients qui sont symptomatiques. On veut que ces gens-là aient consulté. Puis, on a fait le choix de dire que si quelqu'un qui a déjà eu un diagnostic de cancer du poumon n'était pas éligible, parce que de un, il est déjà suivi là, pour son suivi de 5 ans, puis parce que de deux, il est probablement moins enclin à pouvoir avoir une deuxième chirurgie, bien que maintenant, il y a plusieurs autres types de traitements qui peuvent être utilisés là, pour traiter des nouveaux nodules, par exemple avec la radiothérapie stéréotaxique. Donc, comment l'infirmière du centre de coordination fait pour s'assurer que le patient, dans le fond, n'a pas de symptômes urgents? Bien, il y a un questionnaire, des symptômes respiratoires, une perte d'état général, donc une fatigue. Ça, c'est l'ECOG, c'est le statut de performance. Est-ce qu'il y a une perte de poids? Le statut de performance, est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce que le patient passe plus de 50 de sa journée couché? Donc, à ce moment-là, ça ne serait pas un bon candidat pour une chirurgie. Donc, c'est des choses qu'on va évaluer en se demandant, dans le fond, est-ce qu'il y a des symptômes inhabituels? Est-ce que ce patient-là a besoin d'une investigation urgente? Pour évaluer est-ce que le patient est candidat à une chirurgie thoracique, on leur demande s'ils sont capables de monter 2 étages d'escalier. Donc, ça aussi, dans votre bureau, c'est une question, dans le fond, que vous pouvez vous dire, est-ce que le patient est capable de monter 2 étages d'escalier? Ça nous aide à savoir si c'est un candidat chirurgical. Et puis, dans la première année, on a regardé les antécédents cardiaques et pulmonaires, bien qu'ils n'étaient pas une contre-indication en soi là, pour faire partie du programme de dépistage, à moins d'être assez sévère. Une fois qu'on a fait ce triage-là, après ça, dans le fond, il y a un outil d'aide à la décision. Donc, ce n'est pas non plus la personne qui réfère, qui est tenue d'expliquer c'est quoi les avantages, c'est quoi les risques du dépistage, parce que c'est quand même long à expliquer. Donc, ça se fait encore là avec l'infirmière, après l'évaluation des critères d'exclusion à la centrale virtuelle de coordination. Elle va expliquer les risques et les avantages du dépistage avec le patient. Donc, c'est vraiment une décision partagée. Il y a un formulaire de consentement qui est signé. Et peu importe cette décision-là de faire un scan ou non, que le patient soit éligible ou non, si le patient est intéressé, il va être référé à la ligne J'arrête pour la cessation tabagique. Puis les pharmaciens communautaires vont collaborer pour prescrire la médication à ce moment-là. Donc,
Le programme de dépistage, on regarde certains facteurs, on regarde le tabac, on regarde l'âge, on regarde les antécédents d'MPOC, les antécédents personnels de cancer ou familial de cancer du poumon. Mais il y a certains risques qu'on ne regarde pas. Puis ça, mais malheureusement, il y a des risques on peut pas tout inclure dans un, dans un programme de dépistage. Mais pour les professionnels qui répondent aux questions des patients, je trouvais ça important de parler du radon. La pollution extérieure, ça vient d'être encore rediscuté là, dans le dernier congrès d'oncologie, comme de quoi c'est un facteur de risque de cancer du poumon. Puis les expositions professionnelles, là, principalement l'amiante et la silice également, sont des facteurs de risque reconnus. Je vous dirais qu'il n'y a pas un programme de dépistage qui inclut la pollution ou le radon parce que c'est difficilement mesurable pour la population générale, mais l'amiante est inclus comme critère là, dans un bon pourcentage de programmes également. Donc, en termes de tabac et de risque de paquet à nez, juste pour faire prendre conscience aux gens que quelqu'un qui fume, qui a 65 ans, je vais juste trouver ma petite souris, qui a 65 ans, qui fume 2 paquets par jour, pardon, depuis 25 ans, a un risque à 10 ans de 3 de cancer du poumon, mais quelqu'un qui fume la même quantité de cigarettes, mais depuis 50 ans, 1 paquet par jour, a 10 de risque de cancer du poumon. Donc, le fait de fumer pendant longtemps est un facteur de risque qui est plus important que la quantité de cigarettes par jour là, quand on regarde le nombre total de paquets à nez. Et la cigarette demeure le facteur de risque principal du cancer du poumon. Donc, c'est 10 à 20 de risque si on fume. Des non-fumeurs, c'est moins de 1 bien qu'on en a de plus en plus. En Asie, c'est presque 50 de la population là, qui est non-fumeuse. Et si on regarde quelqu'un qui a arrêté de fumer ici là, à 30 ans, le risque demeure plus élevé d'un non-fumeur, mais demeure quand même très petit. Donc, ça vaut toujours la peine d'arrêter de fumer, même rendu à 60 ans, pour le risque de cancer du poumon. Puis, on peut rassurer les gens que quand ça fait 7 ans qu'on a arrêté de fumer, ça égale le bénéfice d'un dépistage de cancer du poumon. Puis la question aussi que les gens se demandent, c'est ben, si j'ai eu un diagnostic de cancer du poumon, est-ce que ça vaut quand même la peine d'arrêter? Encore là, dans les stades précoces, on sait que ça augmente la survie de 30 donc, ça vaut vraiment la peine d'arrêter de fumer n'importe quand pour prévenir ou pour améliorer ses chances de survie par rapport au cancer du poumon. Là, j'arrive à un moment où c'est pas évident comme professionnel, un patient qui veut passer un scan de dépistage, puis on se dit, OK, je vous réfère. Il y a des patients qui ont été référés hors programme de dépistage, puis c'est pour ça qu'on a voulu faire, entre autres, un projet pilote parce qu'on voyait que le nombre de prescriptions augmentait. Puis on n'avait pas un programme pour valider ça. Et pourquoi c'est important? Bien, si on fait du dépistage opportuniste, ça veut dire qu'un patient qui a déjà fumé nous dit je veux passer un scan de dépistage, on prescrit son scan. Quand on regarde dans l'étude américaine, les gens qui étaient à moins de 0,5 de risque de cancer du poumon à 5 ans, il fallait passer un nombre de participants, plus de 5 000 participants pour sauver un décès par cancer du poumon. Donc, ça ne fait pas de sens dans un réseau public de faire du dépistage pour ces gens-là qui sont peu à risque. Probablement qu'on induit plus de cancer du poumon qu'on en sauve pour ces patients-là. Donc, il faut vraiment choisir un risque là, qui est, dans le fond, plus réaliste pour avoir à ce moment-là un nombre nécessaire à dépister de patients qui tournent aux alentours de 200, qui là nous permet d'un point de vue de santé publique d'avoir un bénéfice là, pour la population en général. Donc, il faut éviter le plus possible le dépistage opportuniste. Puis je pense que si jamais, pour X, Y raison, ils étaient faits, au moins d'avoir calculé le PLCOM 2012, puis qu'il soit en haut de 2 à 6 ans là, pour s'assurer que ce qu'on fait comme clinicien, bien que j'encourage pas ça du tout, là, hors dépistage, ben, au moins s'assurer, dans le fond, qu'on ne cause pas plus de tort que de bénéfices à notre patient. Au niveau de l'histoire familiale du cancer du poumon, donc on sait très clairement, là, autant pour les cancers pulmonaires moins invasifs qu'invasifs, que plus on a de parents du premier degré qui ont une histoire de cancer du poumon, plus on est à risque de faire un cancer du poumon. Donc ça, c'est moins bien connu dans le... Souvent, on demande les antécédents personnels de tabagisme, mais on ne demande pas les antécédents familiaux de cancer du poumon. Donc ça augmente vraiment notre risque de faire un cancer du poumon. Quant au radon, comme je vous ai dit, qui n'était pas inclus dans notre calcul actuellement, c'est un facteur de risque qui est, dans le fond, important pour le cancer du poumon sans égard au tabagisme. Oui, quand les gens fument, sont exposés au radon, c'est pire, mais quelqu'un qui sera un non-fumeur aussi, ça fait partie des risques. Il est présent partout, ce gaz-là. C'est un gaz radioactif. Puis tant qu'on ne le mesure pas, on ne peut pas savoir combien on en a.
avant, on pensait qu'il y avait certains endroits au Québec qui avaient du radon puis pas d'autres, mais on s'est rendu compte que c'est pas le cas. Là. Je vais vous présenter les chiffres de la PQ sur la prochaine diapo. Donc, il faut absolument mesurer avec un dosimètre durant les mois de chauffage, là, au moins un 3 mois jusqu'à 12 mois, la mesure à domicile au niveau le plus bas habité, au moins 4 heures par jour. Donc, quand on le mesure au Québec, là, dans les 15 dernières années, l'Association pulmonaire, quand ils ont vendu leur dosimètre dont vous avez la photo là, à la page précédente, ils ont demandé aux gens, êtes-vous d'accord qu'on transmette vous les résultats de façon anonyme pour avoir un portrait des taux de radon au Québec? Puis quand on regarde les 15 dernières années, 17 des tests qui ont été effectués ont démontré un taux de plus de 200 becquerels par millimètre cube, qui est le taux associé avec un résultat qui indique un risque accru de cancer du poumon pour lequel on doit modifier là, notre demeure, notre domicile pour diminuer ces risques-là. Donc, particulièrement, là, si on regarde au niveau des pourcentages, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent, c'est particulièrement à risque en termes de mesures de radon. C'est sûr que l'échantillon est moins grand là, qu'à d'autres endroits, mais quand même, on voit que le radon, malheureusement, c'est un facteur de risque modifiable également. Donc, maintenant qu'on a dans le fond, décidé de procéder, d'offrir du dépistage. Si on regarde au niveau des risques du patient, parce que c'est sûr que les patients vont dire oui, je veux avoir un scan, mais en même temps, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des risques au dépistage. Donc, comment est-ce qu'on va leur expliquer ça? Bien, les bénéfices, je vous l'ai dit tantôt, on diminue la mortalité par cancer pulmonaire d'environ 20-25 %. On augmente notre nombre de diagnostics en stade précoce, puis on augmente la cessation tabagique. Comment on peut l'expliquer aux patients? Bien, quelqu'un qui aura un diagnostic de cancer dans un programme, on a beaucoup plus de chances d'avoir des diagnostics en stade 1, donc nos petits bonhommes blancs, qu'en l'extérieur d'un programme de dépistage. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la majorité des gens qui vont faire le programme n'auront pas de cancer, nos petits bonhommes bleus. Il y en a un qui va avoir une procédure invasive, puis que finalement, il n'y aura pas de cancer, puis on va en trouver une certaine proportion, mais ce n'est pas la majorité qui va avoir un cancer. Donc, ça, c'est des façons d'expliquer les avantages et les risques aux patients. Il y a toutes sortes de façons de l'expliquer. Il faut évaluer la littératie à peu près à un niveau de 6e année là, pour s'assurer que les personnes comprennent bien. Donc, si on regarde les différents risques, je vous parle de la radiation, je vous parle aussi de surdiagnostic et de faux positifs. Les procédures invasives, bien, c'est sûr que le programme en tant que tel est fait dans des centres désignés pour faire les TAFD, mais après ça, les patients peuvent être investigués dans l'endroit où ils veulent au Québec. Donc, dans les centres, dans le fond, qui font déjà de l'investigation, mais ça n'a pas besoin d'être dans les 8 centres qui sont déjà désignés pour le dépistage. Donc, c'est sûr qu'on s'assure qu'il y a des meilleures pratiques qui sont effectuées, qu'on ne fait pas des procédures invasives pour des nodules qui sont peu à risque de cancer du poumon. Je vais vous montrer les données tantôt, parce que ce n'est pas parce qu'on découvre un nodule qui est automatiquement néoplasique. On reparle aussi des découvertes fortuites. Puis en termes de coûts, on y revient également. Au niveau de l'anxiété, c'est quelque chose qui était qui était une source d'inquiétude pour les professionnels. Puis avec les données, on réalise dans le fond que c'est une anxiété qui est relativement temporaire, qui est surtout associée quand on a des micronodules qu'on va découvrir qu'on a besoin de suivre. Donc, il y a une façon de présenter les résultats. On a découvert une petite anomalie. On doit contrôler le scan un petit peu plus tôt, plutôt que de dire ça pourrait être une lésion cancéreuse, il faut la suivre. Donc, il y a une façon, un langage là, qui peut être utilisé là, pour diminuer ces risques-là, qui a été adopté là, avec le temps. Au niveau des effets de la radiation, initialement, on avait établi qu'il y avait un cancer induit pour 2500 participants. On s'est rendu compte qu'il y en avait moins que ça parce qu'on fait moins de radiation par scan. Donc, c'est négligeable, étant donné aussi que c'est des gens qui sont entre 50 et 80 ans. Ce n'est pas des gens dans la vingtaine, par exemple. Puis que le temps de latence d'un cancer radio-induit, c'est entre 10 et 30 ans. Donc, de ce côté-là, en termes de risque-bénéfice, quand on a au moins 2 de risque de cancer du poumon à 6 ans, on peut être rassuré de ce côté-là.
En termes de surdiagnostic, au départ, les premières données de l'étude américaine disaient qu'on avait 20 de surdiagnostic de cancer du poumon. Ça veut dire qu'on découvrait un cancer, mais les gens mouraient d'autres choses. Puis finalement, quand on a eu les données à long terme, donc à 11 ans, il n'y avait pas vraiment de différence significative, sauf pour les adénocarcinomes lentement évolutifs, où est-ce qu'on avait un 3 de surplus de diagnostic. Puis là, à ce moment-là, il faut être vigilant comme professionnel de la santé quand on investigue ces patients-là, de ne pas les envoyer, par exemple, en chirurgie trop tôt. Au niveau des découvertes fortuites, qu'est-ce que c'est dans le fond les découvertes fortuites? C'est les nodules thyroïdiens, les calcifications coronariennes, l'emphysème qu'on découvre, la fibrose qu'on découvre, les nodules au niveau hépatique, au niveau rénal, les anomalies surrénales, donc tous les anévrismes de l'aorte. On en découvre à peu près pour 20 des patients, mais cliniquement significatif, moins de 1 donc ça, c'est sûr que ça engendre une augmentation des examens dans le système. Fait qu'on s'est assuré de standardiser ça pour pas justement embourber le système d'examens qui sont pas pertinents. Puis, c'est de plus en plus regardé actuellement, là, comme je vous disais aussi, le temps d'intervalle entre les scans. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans le mieux? Est-ce qu'on pourrait regarder aussi, pas juste quand on fait un programme de dépistage, le cancer du poumon, mais regarder aussi l'emphysème au niveau du CT scan pour vraiment favoriser les gens, parce qu'on sait que c'est environ 20 des fumeurs qui ont de l'emphysème, de promouvoir l'arrêt de la cigarette de façon plus intense chez ces patients-là. On regarde aussi les calcifications des artères coronariennes. Vous allez voir dans les rapports que c'est indiqué, mais on le met dans la conclusion juste quand c'est sévère, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on juge que ça vaut la peine de regarder les facteurs de risque d'MCAS, le traditionnel pour les patients, diabète, haute pression et compagnie, pour mieux cibler là, les facteurs de risque de maladie cardiaque, puis les traiter. La plupart des patients fumeurs là, se méritent une statine en prévention à ce moment-là. Donc ça, c'est en train d'être regardé d'un programme de dépistage, en plus du cancer, de regarder si l'emphysème, puis le fait d'agir aussi sur la calcification coronarienne, si ça peut améliorer le devenir, puis les coûts du dépistage du poumon. Donc, du cancer du poumon. Donc, on a plusieurs données là, qui s'en viennent dans les prochaines années. Aussi, pour la cessation tabagique, là, il y a différents programmes qui ont regardé là, comment optimiser pour ces patients-là qui sont des très accros là, à la cigarette. Donc, dans notre programme de dépistage, au niveau des découvertes fortuites, il y a des recommandations standardisées là, pour une aorte dilatée, pour un nodule au sein, thyroïdien, au foie ou au niveau du rein, pour justement éviter de faire des examens qui sont inutiles. Donc, ça, c'est inclus d'emblée dans le rapport là, que les professionnels de la santé reçoivent du centre de coordination. Donc, c'est quoi la trajectoire? Ça, c'est quelque chose, en fond, qui nous a été souvent demandé. Le patient, le participant avait son scan, puis le médecin ou l'IPS référent avait un résultat, puis disait, ben moi, est-ce que je suis responsable de prescrire son scan dans 1 an? Est-ce que je suis responsable de l'envoyer en investigation vu qu'on a trouvé quelque chose? On a une découverte fortuite. Est-ce que je suis responsable d'investiguer sa thyroïde ou sa glande surrénale? Donc, juste pour remettre les choses en perspective, la cessation tabagique est encouragée dans toute la trajectoire. Le patient peut soit être référé par une ressource en première ligne ou s'auto-référer. Puis là, dans le fond, on va vérifier l'admissibilité. Environ 50 comme je vous disais, vont être éligibles. 50 ne le seront pas. Et s'ils sont éligibles, on fait une décision partagée avec le patient pour voir s'il veut la TAFD de dépistage ou non. S'il n'en veut pas, ben là, à ce moment-là, ça s'arrête là. Et c'est le centre de gestion qui s'assure du rendez-vous, de la base de données, de la référence, de la correspondance, puis du suivi des résultats. Donc, c'est vraiment le centre de coordination qui va s'assurer d'envoyer la demande pour un scan de dépistage. Et si on a besoin, dans le fond, au niveau du suivi des résultats, va référer, si on trouve une anomalie, aux établissements pour faire l'investigation et va s'assurer d'écrire une lettre aussi si on découvre une découverte fortuite pour que le médecin ou l'IPS référent puisse prendre en charge ce qu'on a découvert. Mais souvent, il y a un petit délai. C'est là justement où les professionnels qui sont consciencieux, on est content, nous appellent entre les deux, mais je vous assure que le centre de coordination s'occupe vraiment de clarifier. Donc, s'il faut investiguer, il réfère d'emblée à une centrale d'investigation. S'il faut demander un scan plus précocement, il demande le scan aussi. Puis, ils envoient une lettre au médecin de famille s'il y a des découvertes fortuites là, à investiguer. Donc, la TAFD est fait dans 8 hôpitaux actuellement, en fait 7, et interprété par un groupe restreint de radiologistes. Pourquoi? Parce que
On voulait s'assurer de la qualité de l'interprétation pour s'assurer d'avoir des résultats qui allaient être reproductibles avec les études. Donc, le résultat peut être soit un dépistage dans un an, soit une TAED d'intervalle donc plus rapprochée parce qu'on a découvert un petit micronodule où on investigue, puis à ce moment-là, on envoie le patient en établissement pour qu'il soit investigué rapidement, ou une découverte fortuite pour laquelle les ressources en première ligne prennent la relève là, pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave là, qui survient pour le participant. Au niveau des coûts, c'est clairement mieux s'il y a une population plus à risque. C'est vraiment amélioré par la cessation tabagique, donc c'est pour ça qu'on met l'emphase, et la standardisation de la radiologie. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec un nombre restreint de radiologues qui se sont entendus sur les critères, puis comment mettre la prochaine TAFD pas trop rapprochée pour pas en faire inutilement. Donc ça, à ce moment-là, ça nous a aidés. C'est vraiment similaire aux autres programmes de dépistage. On calcule qu'il y a environ 250 participants là, pour sauver un décès. C'est sûr qu'on entend souvent des commentaires, ben, si les gens fumaient moins, il y aurait moins de cancer du poumon. Ça, je pense que c'est vraiment une décision du gouvernement là, qui va se pencher là-dessus là, pour décider si le projet est financé ou non. Mais effectivement, ça soulève toutes sortes d'enjeux toutes sortes de questions dans l'enjeu actuel dans le milieu actuel avec un manque de ressources. Donc, au niveau des résultats du projet, on peut avoir soit des nodules solides ou soit des nodules subsolides. Les nodules solides sont ceux qui sont plus rapides, donc on veut investiguer plus rapidement. Puis les nodules subsolides, donc soit partiellement solides ou en verre dépoli, sont aussi à risque de devenir des cancers, mais par exemple, un nodule solide, on va s'assurer qu'il est stable pendant 2 ans avant de dire qu'il n'est pas cancéreux s'il n'est pas immédiatement suspect de cancer dans l'investigation. Tandis que les nodules subsolides, c'est fréquent qu'on va recommander des scans de contrôle, mais qu'on ne les investiguera pas dans les médias. Et ceux-là doivent être stables pendant 5 ans pour s'assurer que tout est correct. Donc, au niveau du rapport que les gens qui ont demandé le scan vont recevoir, on va recevoir un score de long RADS. Donc, si l'examen est négatif, ça va être un long RADS 1. Ça serait ces patients-là, probablement qu'on pourrait mettre le prochain scan 2 ans plus tard. On peut avoir aussi des petits micronodules, donc un long RADS 2. Vous allez voir que c'est ce qu'on a beaucoup là, et on recommande un autre scan dans un an. Probablement bénin, mais on a quand même des petites inquiétudes, donc on recommande un scan un petit peu plus tôt à 6 mois. Suspect, ben, à ce moment-là, soit qu'on investigue avec un PET scan ou on fait un scan de contrôle à 3 mois. Ces patients-là vont être d'emblée référés, là, les stades 4 et 4B en investigation. Et comme je vous ai dit tantôt, la centrale de coordination va s'assurer de coordonner des scans là, de 3 à 6 mois qu'on voudrait faire de façon plus rapprochée. Puis tout ce qui est suspect, évidemment, va être envoyé en centre d'investigation également. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, ici, on a un petit micronodule tout petit de 4,5 mm. Donc, à ce moment-là, on continue un scan annuel. Ici, c'est un petit peu plus gros. Donc, on va demander un scan dans 6 mois au lieu de dans un an. Et si on a vraiment un stade 4, bien, ici, on a cette image-là qui est un petit peu plus tannante, mais pas encore assez grosse pour qu'on puisse faire une investigation immédiate. Donc, on va contrôler rapidement un scan à 3 mois. Puis ça, ici, c'est fortement suspect. Donc, on envoie le patient directement en investigation. Donc, la classification long RADS entre 1 à 4 nous permet vraiment d'être standardisé pour s'assurer que les ressources sont au bon endroit. Qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats? Donc, on a eu vraiment, au risque de me répéter, là, une super belle participation des professionnels de la santé, de la population au projet de dépistage. Il y a eu presque 7000 références. Là. Ça c'est des données qui datent du 30 août parce qu'on a les données à chaque fin de mois. Et on a réussi à contacter la majorité de ces patients-là. Et on a environ là, 50 de patients éligibles, comme je vous disais, à cause du calcul du PLCO M 2012 pour avoir un risque d'un score d'au moins 2 à 6 ans. Une majorité de gens qui n'ont pas de diplôme ou un DES ou un DEP, on sait que le risque de cancer du poumon diminue avec l'augmentation de la scolarité. En termes de groupe d'âge, c'est quelque chose qu'on sait que les gens plus âgés sont moins favorables à se faire dépister. Donc, on n'est pas surpris d'avoir ces données-là, bien que c'est quand même triste. Puis c'est la même chose, malheureusement, puis je suis quand même contente ici qu'il y ait des gens qui aient moins de scolarité parce que les gens avec moins de scolarité sont moins enclins également à faire du dépistage. C'est des choses qu'on connaît. Au niveau des patients
Au niveau des patients qu'on a inclus, ce qu'on a réalisé, c'est que l'âge moyen là, est d'environ 65 ans. Et bonne nouvelle, on a beaucoup de femmes dans les programmes de dépistage. Dans certaines études, ça a été difficile d'inclure des femmes. Puis on sait même que les femmes ont probablement plus d'avantages en termes de diminution de mortalité que les hommes. Ça a été regardé avec l'étude du National Lung Screening Trial. Ça a été découvert en premier avec l'étude Nelson. Ça a été validé aussi avec l'étude de Lucie là, en Allemagne. Donc, faut vraiment inclure les femmes aussi. Puis ça, elles sont moins aussi favorables au dépistage pour diverses raisons, là. Donc, on était content d'avoir des chiffres de presque 50 de femmes. Un gros pourcentage de fumeurs actifs, donc 72 dans notre clientèle éligible, ça devrait être environ 50. Puis si on se demande, est-ce qu'on a moins bien rejoint les anciens fumeurs là, récents? Ça, c'est une question qu'on a de notre côté. Une majorité de Caucasiens, les Autochtones sont moins aussi en faveur du dépistage en général, moins enclins à participer. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait regarder. Puis, bonne nouvelle, quand même, 90 des patients ont un médecin de famille, pardon. Donc, le 9 restant a été référé grâce à des médecins qui ont voulu bien donner leur nom comme participation. Ou des IPS également qui ont voulu donner leur nom là, comme personne pour recevoir les résultats. Donc, la majorité, dans le fond, au niveau des références, c'est par les médecins de famille. Quand même beaucoup d'autoréférences des participants eux-mêmes. Un petit pourcentage de médecins spécialistes, quand même une bonne proportion pour le peu d'IPS qu'il y a au Québec. Et quand on regarde au niveau de la référence d'arrêt tabagique, malheureusement, quand les gens ne sont pas admis, ils sont moins enclins à vouloir être référés à la ligne J'arrête, mais quand ils sont admis au programme de dépistage par TAD, ils sont quand même plus enclins à être référés pour un arrêt tabagique. Au niveau du long rad, je vous disais, ça, c'est le score qu'on va avoir. Bien, la majorité, sans surprise, ont des petits micronodules. Ces micronodules-là vont être suivis là, dans un an. Quand on a des long rads 3 vont être suivis de façon plus rapprochée. 4A peuvent être suivis rapprochés ou investigués, puis 4B vont être investigués. Et dans tout ce qu'on a découvert comme découverte fortuite, c'est environ 10 de patients qui ont des calcifications coronariennes, puis il y a un 10 qui ont autre chose, là, des anomalies dans les autres organes. Heureusement, quand on regarde tout ça, il n'y en a quand même pas beaucoup qui n'avaient pas de médecin de famille, donc qui ont été investigués par des médecins volontaires ou des IPS volontaires. Donc, on espérait ne pas surcharger le réseau actuellement. Là. On est quand même rassuré de voir ces chiffres-là, qui sont les chiffres de la littérature, là, donc on n'est pas en dehors là, de ce qu'on s'attendrait. Puis au niveau du délai de la trajectoire, on a une moyenne d'environ 104 jours pour faire le tout entre le délai de la réception puis le délai du rapport, mais une médiane de 61 jours. Pourquoi? Parce que dans certains endroits, les délais de scan, entre autres, se sont allongés là, quand les demandes sont arrivées là, par certains moments dans l'année un petit peu plus rapprochés. Donc, on a environ 4 de référence à un guichet d'investigation. Là, il y a à peu près la moitié des résultats qu'on n'a pas, là, mais quand on regarde l'autre moitié, il y a quand même une proportion là, quand on regarde ces chiffres-là. Donc, c'est moins de la moitié des gens qui vont avoir, dans ceux qu'on a eu l'investigation, un résultat de cancer du monde. Donc, c'est pas parce que le résultat est nécessairement démontre un nodule que le nodule est nécessairement néoplasique. Au niveau de l'évolution des participants, encore là, une super belle participation. Là, on a dépassé le 3000 participants qu'on voulait. Le gouvernement a fait le choix de continuer à inclure les patients au projet, mais on ne regardera pas leurs résultats pour prendre la décision si le projet va devenir un pilote va devenir un vrai projet. Mais on a dit, ben, comme les gens veulent participer, on a continué d'inclure des participants. Par contre, malheureusement, Gatineau, c'est ça, est toujours pas ouvert. Et le CHU, on n'avait pas de plage et Charlemagne, on n'avait pas de plage additionnelle pour des TAFD. Charlemagne a réussi à envoyer les participants à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean. Mais malheureusement, au CHU, c'est pas encore déterminé. Donc, les patients, s'ils veulent participer, vont devoir là, se déplacer un petit peu plus loin. Puis au niveau de la ligne J'arrête, ben c'est ça, on a quand même un bon pourcentage de gens qui ont accepté d'être référés, mais il y a des gens qui n'ont pas continué le suivi. Là, donc, on sait qu'au niveau de la cessation tabagique, il y a plus de travail à faire. Là. Ça, on a eu la confirmation avec nos données. C'est des choses auxquelles on s'attendait de ce côté-là.
la participation par établissement, l'IUCPQ a un très grand nombre, puis sinon, ben, les autres centres ont quand même très bien performé là, en général aussi. Puis la dose, comme je vous disais, est regardée pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de radiation. Il y avait un hôpital là, qui était un petit peu plus élevé en termes de radiation. Le scan était plus vieux, c'est en train d'être modifié. Donc, on s'assure de la qualité là, des examens qui sont effectués dans chaque centre référent. Qu'est-ce qui se fait ailleurs au Canada? Parce que, bon, on parle de plus en plus du dépistage, puis on se dit, ben au Québec, oui, il arrive ça, mais il arrive quoi ailleurs? En Ontario, le programme, ça fait déjà 1 an et demi qu'il est en place, exactement les critères du PLCOM 2012, sans ethnie de 2 de risque du cancer du poumon à 6 ans qui est inclus, et on prend le long RADS pour évaluer les résultats des scans comme on le fait au Québec. En Colombie-Britannique, le programme a été annoncé en mai 2022. En Alberta, annoncé pour ce mois-ci et en septembre 2022 et en Nouvelle-Écosse pour janvier 2023. Donc, ça bouge beaucoup en termes de dépistage. Qu'est-ce qui va se passer ici? On attend des nouvelles là, pour 2024, comme je vais vous le dire. Juste rappeler les critères standards d'investigation hors dépistage, parce qu'on se rappelle que quand on trouve une anomalie sur une imagerie dans un contexte hors dépistage, il faut nous-mêmes référer. Donc, les micronodules en bas de 8 mm, on peut se permettre de les suivre. Si on a un nodule solide ou une masse solide, c'est vraiment suspect. C'est des nodules qui peuvent croître rapidement, donc il faut référer rapidement. Normalement, ils vont être vus là, à l'intérieur de quelques jours en clinique. Donc, un nodule, ça mesure entre 8 et 30 mm, puis une masse c'est plus de 30 mm, c'est vraiment très suspect, là, de l'ordre de 95 à ce moment-là de risque de cancer du poumon. Et les nodules subsolides grossissent beaucoup moins vite. On recommande de référer s'ils mesurent plus que 15 mm ou s'il y a une nouvelle composante solide, une composante solide d'au moins 5 mm ou si la composante solide augmente. Donc, en conclusion, le programme de dépistage est vraiment un projet pilote qui a super bien fonctionné. Là, on est super content. Il faut se rappeler que quand on réfère un patient, il faut se demander dans notre tête, est-ce que ce patient-là est un candidat chirurgical ou si le patient nous demande la question comme professionnel, s'il y a une MP aussi sévère, c'est peut-être pas le meilleur candidat. Des gens qui, au minimum, doivent être entre 55 et 74 ans, avoir un tabagiste d'au moins 20 paquets années et actif dans les 15 dernières années. Mais en plus de ce critère-là d'âge et de tabac, on regarde le risque de PLCO-M 2012 d'au moins 2 à 6 ans. Et ce qui fait, dans le fond, qu'on évite du dépistage opportuniste en offrant de faire un scan à des patients qui ne seraient pas là, dans ce niveau-là de risque de cancer du poumon. Les bénéfices, donc clairement, ça démontre une diminution de mortalité par cancer du poumon, une augmentation des stades précoces, une augmentation de la cessation tabagique qui est démontré, mais qui reste à prouver là, au Québec également. Oui, il y a des risques, mais ces risques-là, dans le fond, sont acceptables là, dans le contexte du dépistage. Et on attend la décision finale, bien qu'actuellement, le projet pilote se poursuit. Donc, c'est encore possible de référer des participants au projet. On va avoir les données au maximum en début 2024 pour savoir si ce projet pilote-là devient un programme québécois de dépistage du cancer du poumon. Donc, voilà. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions s'il y en a.